la poésie et la pensée. Alors, par poésie, je veux dire que c'est surtout une prose de description à caractère poétique. À caractère poétique, j'entends par là qu'il y a des métaphores, qu'il y a un travail sur les mots. Il y a un travail sur les mots. J'écris très souvent inspiré par l'émerveillement. Donc, quelque chose m'est donné, la réalité m'est donnée, qui m'émerveille. Et donc, je dois rendre quelque chose à ce qui m'est donné. Il y a un contre-don, et donc je dois créer un objet verbal qui soit à la hauteur de ce qui m'a été donné. Ça, c'est le côté poésie. Et du côté pensée, ben, je réfléchis, je médite comme tout un chacun. Et en ce qui me concerne, le travail de la pensée, l'avancée de la pensée et le travail dans les mots vont ensemble. Les avancées dans le domaine des mots font avancer dans le domaine de la pensée et réciproquement. Voilà. Alors, j'ai un trait, j'ai un trait personnel, c'est que je rapporte tout au tout. Je rapporte le divers au tout. D'ailleurs, le sous-titre du livre, c'est « Nouvelles locales du tout ». Les nouvelles locales sont toujours des nouvelles locales du tout. En fait, je n'ai qu'un sujet qui est le tout. Je vis en compagnie de l'entité globale, l'entité totale, l'entité cosmique, qui est une, il n'y en a qu'une, nous en faisons partie, elle nous a constitués. Et je pense, dire son seul trait majeur, ça serait simplifié. Un de ces traits majeurs, c'est la diversité. Diversité fabuleuse. Il y a une créativité, une inventivité constitutive du tout qui est absolument fabuleuse. Mais alors justement, c'est la diversité est le fruit de cette inventivité. Parce que si ce n'était pas le fruit de l'unité globale, ça serait en vrac. Une diversité en vrac. Non, c'est la diversité du tout. Bon, alors, je vous lis un des chapitres de ce livre. Le titre, c'est « Vue », vue au pluriel. Et le sous-titre, c'est « Le tropisme de composition ». Je suis de plus en plus persuadé qu'une intelligence illocalisable est substantielle à l'univers. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce que nous apprennent les chercheurs, ils sont maintenant des milliers, des dizaines de milliers sur cette planète, qu'il s'agisse de physique, de biologie, de zoologie, de botanique ou du comportement des êtres vivants, est bien fait pour nous convaincre chaque jour davantage de l'inventivité, de la subtilité inouïe qui caractérise la nature. Supposer cette consubstantialité, c'est la façon de voir immanentiste. Est-ce compatible avec l'existence d'un principe transcendant, d'une instance conceptrice, distincte du monde, le président, d'une source? Je ne le pense pas. Je ne pense pas que ça soit incompatible. Qu'en est-il des rapports entre la source du monde et le monde? Assurément, ils ne nous sont pas accessibles. De même que nous ne saurions pas nous représenter la façon dont l'un, autre nom pour la source, la façon dont de l'un dérive le multiple, le divers, la voie selon laquelle les singuliers procèdent de lui. L'antécédence de la source par rapport au monde n'est pas nécessaire. On peut concevoir une coéternité de l'instance conceptrice et de ce que l'on ne sait pas trop à présent comment nommer, puisque seule la mathématique est en mesure d'en rendre compte avec rigueur, ce que l'on peut choisir de désigner comme l'énergie ou bien le vide quantique.
S'agissant de l'univers, peut-être naissance au pluriel, évolution au pluriel, résorption, se succèdent-elles. Le fascinant, c'est que tout est et est contenu en puissance dans le vide quantique. Autrement dit, les composants des composants de l'atome avaient vocation à produire étape par étape des entités de plus en plus élaborées, jusqu'y y compris la créature pensante. Plus précisément, dès le niveau des subparticules, se donne cours une tendance irrésistible à la composition. S'exerce un tropisme inventeur-créateur, tropisme d'édification. Étage par étage, complexité et diversité croissent, en un emboîtement dont la propriété suivante est très remarquable. Les composants qui ressortissent à un niveau de complexité et qui, assemblés, constituent une entité du niveau supérieur, ces composants ne sont pas apparents en la complexité du niveau supérieur. Celle-ci, une fois synthétisée, les occulte. Il en est ainsi, par exemple, des atomes dont est faite une cellule vivante. Ce pouvoir de création, cette vocation pour la construction d'édifices, la cellule est un édifice, c'est cela que la réflexion philosophique doit privilégier. C'est à cela qu'elle doit s'attacher, en réponse à l'intimidation réductionniste, nihiliste, de ceux qui nous rappellent avec insistance que la fleur n'est qu'illusion, puisque la matière même, au dire de la physique, est dépourvue de consistance. Prenons le cas de cette réalisation naturelle merveilleuse qu'est un cristal, architecture dont la beauté vient de sa perfection géométrique, ce qui en fait la fleur, une fleur minérale, de la mathématique. Lorsqu'un groupement d'atomes se dispose de telle sorte qu'en résulte un cristal, dira-t-on que ces atomes, de plusieurs espèces différentes, sont la vérité du cristal? Le prétendre serait contre nature. La disqualification du plus sur l'échelle de la complexité, la disqualification du plus au nom du moins étant le fait d'un mouvement descendant, donc cette disqualification est contraire à l'orientation inhérente à ce moins. Ce moins ne se contente pas d'être ce qu'il est. Il est tendu vers ce en quoi il se dépasse. Il est tourné vers le haut. Qu'il y ait, pour une part, ce qu'on appelle auto-organisation, qu'il y ait, pour une part, ce qu'on appelle auto-organisation, n'est en rien incompatible avec l'existence d'une instance conceptrice. Si instance conceptrice il y a, c'est à elle qu'est due l'aptitude fondamentale de composition, la propriété créationnelle des particules, atomes, molécules, etc. Une des raisons qui incline à penser qu'existe cette instance détentrice du sens, c'est le nombre. Point n'est besoin d'être mathématicien pour en être convaincu, de la centralité de son rôle. Au profane, il suffit de simplement se frotter aux textes de vulgarisation signés par les chercheurs présentant leurs travaux et les dernières avancées de leur discipline. L'émerveillement croissant qui s'empare de ce profane lui dicte une pensée. Le tout fonctionne grâce à un logiciel sublime. C'est l'essence mathématique de l'univers. Il y a là, à mes yeux, un argument en faveur de la transcendance. Argument n'est pas preuve, certes, sinon mon opinion serait corroborée par celle de tous les mathématiciens. Il n'en est rien. Il faut noter toutefois qu'une très forte proportion des chercheurs en mathématiques n'hésitent pas à se dire platoniciens. Qu'entendent-ils par là?
Selon eux, ils découvrent des structures qui existent indépendamment de l'esprit humain. Ils ne les inventent pas. Ayant ainsi pris position, ils ne s'engagent pas forcément dans le domaine de la spéculation métaphysique. Toujours est-il que leur témoignage des plus précieux ne peut pas ne pas être pris en considération. L'univers n'est pas une machine, ou ne l'est pas seulement. Y est à l'œuvre une combinatoire fine, très fine et gigantesque. Elle est souple, car avec les régularités qui découlent du logiciel premier, avec la multiplicité des chaînes causales qui s'entrecroisent et interfèrent en un foisonnement vertigineux, coopère l'aléa, en sorte que la construction ordonnée, cohérente, inclut l'improvisation. Aussi, le tout n'est-il pas un ensemble achevé, clos. Il vit, il crée, invente. La diversité va. La diversification est infinie. Nous comprenons chaque jour un peu plus le fonctionnement de l'univers. La première leçon qu'il nous incombe d'en tirer est la surprenante aptitude de l'esprit humain à accéder aux règles aux règles qu'a produites le logiciel universel. Une telle disposition de notre esprit est troublante, à nous de la méditer. À mesure que progresse le savoir scientifique, il ne fait que s'accroître l'énigme de ce monde. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Cette question des questions, certains l'écartent en affirmant deux choses, point. Il n'y a que des processus. Comment n'ont-ils pas prévu la réplique? Pourquoi ces processus et non le néant vrai, bien stable, un néant à l'état pur? La réponse nous introduirait au sens avec un S majuscule. De cela, la science n'a pas compétence. Nous qui, par lui, avons été élaborés, osons à cette époque-ci, nous osons à cette époque-ci omettre l'univers dans nos réflexions. Nous osons faire fi de sa prodigieuse histoire qui est notre histoire, négliger de surcroît de méditer le pouvoir singulier de l'abstraction mathématique, sa vertu opérative, si bien faite pour attirer notre attention sur la profonde affinité qui existe entre nous et le tout. Un tel délaissement, outre qu'il est injustifié pour ne pas dire injuste, n'est pas sans conséquence. Il est pour nous nocif. Nous nous privons étourdiment du réel total qui nous concerne, qui ne peut pas ne pas nous concerner puisqu'il nous a fait et que nous lui appartenons. Nous nous contentons d'un réel ridiculement réduit, atrophié. Le caractère énigmatique de l'entité cosmique ne saurait servir d'argument pour nous empêcher d'accorder nos conceptions à son existence qu'une invraisemblable légèreté nous fait oublier. Il est urgent qu'elle cesse d'en être absente. Il nous faut mettre fin au confinement en nous de la pensée, à notre introversion, au rétrécissement inouï de l'horizon, rompre avec un isolement mortifère. C'est pourquoi il y a lieu de souhaiter qu'un holisme, pour ne pas dire un unisme, imprègne dans toute son étendue la philosophie. Nécessité d'une autre anthropologie, l'anthropologie de l'être humain solidaire de l'entité cosmique. Dans l'univers, il y a une invitation.